Bonjour à tous et à toutes. Un très grand merci à mes collègues du CIEP de cette invitation. Je vais essayer de faire un certain nombre de commentaires plutôt dans le sens d'une certaine provocation, entre guillemets, plutôt que de répondre à la question sur les conditions de réussite des réformes en éducation. J'ai l'intention de me poser la question si la notion de réforme en éducation est-elle encore pertinente aujourd'hui. Donc je vais, dans un certain sens, m'éloigner d'un débat relativement récurrent dans l'histoire de l'éducation sur les échecs et les réussites des réformes pour essayer de présenter une réflexion tournée plutôt vers notre temps, en temps de changement inédit, c'est ce que je vais argumenter, dans nos conceptions d'apprentissage, d'école et d'éducation. C'est bien clair que nous allons tout le dire et le répéter, que la notion de réforme est une notion polysémique, chargée de maintes significations. J'éviterai donc de tomber dans une espèce de simplisme, de caricature du terme réforme. Mais nous savons tous que les réformes en éducation, ou de l'éducation, se sont popularisées vers la fin du XIXe siècle, c'est le moment de sa popularité, dans le cadre de deux processus simultanés qui sont arrivés à cette époque. Alors, dans le cadre de deux processus simultanés, d'une part, la consolidation des grands systèmes nationaux d'enseignement et du processus de la scolarisation, de la scolarité obligatoire. Enfin, nous savons tous que l'expression anglophone traduit mieux ce processus, l'expression mass schooling, mais elle est plus ou moins intraduisible en français ou en portugais ou dans les langues latines. Et d'autre part, la diffusion mondiale d'un modèle scolaire, aux formes scolaires, aux grammaires de l'école, je ne vais pas entrer dans cette discussion, qui dans ses traits dominants persiste jusqu'à nos jours. Ces deux processus, les systèmes nationaux d'enseignement et la construction du modèle scolaire, définissent une première typologie sur un certain nombre de réformes, une typologie très simpliste. D'abord, tout ce qui touche à l'organisation du système, l'obligation scolaire, l'accès, les niveaux d'enseignement, les filières, les parcours des élèves, la carte et les territoires scolaires, etc., etc. D'autre part, dans le cas du modèle scolaire, l'ensemble des réformes du curriculum, des programmes et des méthodes, de l'organisation de la vie scolaire et de l'évaluation, ainsi que, bien évidemment, la formation et la condition des enseignants. Derrière l'idée de réforme, il y a, et c'est mon argument, un imaginaire d'une intervention contrôlée et planifiée pour changer les écoles, une intervention qui se fait du haut vers le bas. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les interventions initiales, on a beaucoup entendu parler du haut, des interventions qui viennent du haut. L'idée qu'il y a en haut et qu'il y a en bas, et donc c'est cette espèce d'une intervention planifiée et à beaucoup d'égards contrôlée du haut vers le bas. Or, à ce propos, nous connaissons tous cet ouvrage qui à l'époque a été très, très fameuse de nos collègues David Tayac et Larry Coben sur un siècle de réforme en éducation, qui avance une thèse très provocatrice, mais depuis ce moment très répandue dans les études historiques et sociologiques en l'éducation, où ils disent, pour simplifier, que ce ne sont pas les réformes qui changent les écoles, mais plutôt l'inverse, ce sont les écoles et les enseignants qui modifient les réformes. Et donc, où ils mettent l'accent sur une espèce de résistance et de changement de cette intention planifiée à partir du haut, en introduisant un certain nombre de changements et de modifications. En le faisant, évidemment que David Tayac et Larry Coben sont en train de mettre en avant l'impossibilité de maîtriser un changement à la fois systémique et systématique à partir d'une volonté centrale, même s'il y a dans beaucoup de réformes un effort, un appel à la consultation et à la participation des enseignants et de la société. Cette notion de réforme qui dans un certain moment, émerge vers la fin du XIXe siècle, elle se renforce tout le long du XXe siècle, comme nous le savons tous, et elle a atteint un certain point culminant vers la fin du XXe siècle. Bon,
en reconnaissant qu'il s'agit d'un indicateur très fragile, cet indicateur des graphiques produits pour Google Grand Viewer, quand on met le terme Educational Reform ou réforme de l'éducation, on voit cette montée des références dans la littérature scientifique et pédagogique jusqu'à la fin du XXe siècle, et après, dans les 20 années, dans les 18, 19 années de ce siècle, une baisse de la référence dans la littérature scientifique, etc. Un peu partout du concept de réforme de l'éducation, parce que, dans un certain sens, il ne répond plus à un certain nombre d'attentes. Et c'est vrai, quand je regarde un peu dans le monde, la France, c'est un des pays où le concept garde une certaine présence, mais ce n'est pas le cas dans une grande partie d'autres pays dans le monde. C'est vrai aussi, pour nuancer ce propos, que l'expression GERM, c'est un acronyme pour Global Educational Reform Movement. Cet acronyme GERM, il devient populaire dans la langue anglaise dans les dernières 2 décennies, en tout cas dans les dernières 10 années. Mais sa signification, malgré le fait qu'on parle de réforme, est très éloignée de la notion traditionnelle de réforme, comme l'explique notre collègue David Labaree, vous savez, un historien et un sociologue et un spécialiste de politiques éducatives de l'université de Stanford. Il dit, il répète dans la conclusion d'un de ses ouvrages récents, qu'au XXe siècle, nous avons vu le discours sur les politiques, ça a passé 2 fois, qu'au XXe siècle, nous avons vu le discours sur les politiques éducatives converger vers un seul objectif global en matière d'éducation, du GERM, Mouvement mondial de réforme de l'éducation, à son appareil politique, l'OCDE, avec son programme d'évaluation PISA. Nous avons vu un objectif l'emporter sur les autres, car de nos jours, dit David Labaree, le message uniforme est le capital humain über alles. La convergence des propos, d'après lui, est forte, cohérente et vigoureuse. Posons-nous alors la question, pourquoi la notion de réforme est-elle de moins en moins employée d'après les indicateurs que je vous ai présentés? D'après moi, c'est ma réponse, parce que l'action politique est en train de devenir plus composite, plus réticulaire, si on peut utiliser cette expression, plus centrée sur les processus de changement et surtout sur l'action publique. Et le concept d'action publique, il entre mal dans le concept de réforme de l'éducation. Or, comme l'écrit João Barroso, un collègue portugais qui a consacré toute sa vie à l'étude des politiques éducatives, comme il l'écrit, le processus de production et de coordination des politiques éducatives n'est plus envisagé principalement comme le résultat de l'action unilatérale d'un gouvernement et de son administration, mais comme un processus complexe de plusieurs pôles et types de régulation impliquant différents acteurs à différents niveaux. Or, et c'est là mon argument de la deuxième partie de mon intervention, pour rendre compte de cette complexité dont Barroso nous parle, la notion de réforme semble parfois insuffisante. Dès le début du XXIe siècle, dans les dernières 2 décennies, les politiques éducatives tendent à se construire à partir de logiques qui ne se tiennent plus uniquement dans un cadre national et à l'intérieur du modèle scolaire. Ça, c'est mon argument un peu simple, mais c'est l'argument que je tiendrai devant vous. Et qu'il y a une nouvelle génération de politiques qui essayent d'ailleurs d'éviter les dimensions idéologiques, et nous savons tous que les dimensions idéologiques étaient toujours très présentes dans les réformes, qui essayent d'éviter les dimensions idéologiques en entreprenant une espèce d'un tournant pragmatique fondé sur une espèce de maxime qu'on voit un peu partout dans les débats sur l'éducation aujourd'hui et qu'on pourrait traduire avec cette phrase « Arrêtons les débats, concentrons-nous sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche. Ce qui importe, ce n'est pas les débats, ce n'est pas les dimensions plutôt idéologiques, c'est vraiment ce qui fonctionne. Si ça fonctionne, c'est bien, si ça ne fonctionne pas, c'est pas bien. » Alors, pour ce qui est du dépassement
du cadre national. On l'a parlé déjà beaucoup ici pendant cette ouverture du colloque. Il suffit de mentionner, bien sûr, l'influence des grandes opérations internationales d'évaluation des élèves et des systèmes éducatifs, dont la plus connue, mais pas la unique évidemment, c'est le PISA. Ces dispositifs de comparaison deviennent des instruments d'action politique beaucoup plus efficaces que les réformes. Et ça, c'est l'argument que je suis en train de tenir devant vous. Il est bien évident que l'analyse des résultats de ces enquêtes doit après se traduire dans des mesures au niveau national, mais on n'est plus, dans mon opinion, dans une logique de réforme. Qu'on le veuille ou non, il y a une espèce d'un alignement inévitable sur les recommandations de ces enquêtes, réduisant ainsi les marges d'autonomie des politiques nationales. Comment pourrait-on refuser de suivre les meilleurs exemples? Comment pourrait-on refuser des évidences, pour faire une traduction littérale de l'anglais qui n'est pas très bonne? Comment pourrait-on refuser des évidences solidement appuyées et étayées sur des statistiques, sur des nombres, sur des chiffres, sur des évaluations? Nul responsable politique pourrait le faire. Par contre, en outre, pour ce qui est du modèle scolaire, on assiste depuis un certain temps à une espèce d'annonce régulière de la mort de l'école. Une mort de l'école étant donné les transformations majeures apportées par la révolution numérique au digital. La logique des apprentissages tend à prévaloir sur le principe de l'éducation, notamment dans le cadre d'une poussée sans précédent des études cognitives, des neurosciences et de l'imagerie cérébrale qui cherchent à comprendre, et je cite, les mécanismes de l'apprentissage et à mesurer les progrès des enfants. Dans le cas français, on l'a vu d'ailleurs dans la présentation de M. le ministre, cette démarche est très présente dans l'action du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui prétend adopter, et je cite, un concept d'éducation fondé sur des preuves, evidence-based education, inspiré dans un certain sens du modèle de la médecine basée sur les preuves. Il ne s'agit plus, et moi j'aimerais souligner cet aspect, il ne s'agit plus d'analyser scientifiquement l'éducation, à l'image, Jean de Quetel vient de le citer, dans John Dewey, il ne s'agit plus d'analyser scientifiquement l'éducation, mais d'appliquer à l'éducation les preuves, les évidences établies par la science. C'est l'agenda des learning science, des sciences de l'apprentissage, dont par exemple au Brésil, que j'accompagne très souvent, il y a un groupe absolument extraordinaire qui travaille à Rio de Janeiro sur ça, et qu'ils appellent les sciences pour l'éducation. C'est-à-dire, il s'agit bien de séparer les deux choses, c'est de travailler au niveau scientifique pour après appliquer au champ de l'éducation. La caricature, mais c'est une caricature, je sais bien, de cette approche, est présentée par un médecin assez médiatique ici en France, Laurent Alexandre, dans un ouvrage récent où il cherche à expliquer, et je le cite, « Pourquoi et comment les petits-enfants de nos enfants n'iront plus à l'école ». Il écrit, c'est une citation directe que je suis en train de faire de cet ouvrage, il écrit « À partir de 2035, dans 16 ans, l'éducation deviendra une branche de la médecine, utilisant les immenses ressources des neurosciences pour personnaliser d'abord la transmission et optimiser ensuite bioélectroniquement l'intelligence. » C'est dans 16 ans. Enfin, ma petite fille vient de naître, il y a 5 mois, elle aura 16 ans, au lieu d'aller au lycée, elle ira dans un centre médical, bien évidemment. Enfin, j'essaye de ne pas me dévier de mon argumentaire avec ces citations un peu caricaturales, et je m'excuse, mais ce que je veux dire, et c'est ça mon argument principal, est que les deux références qui ont soutenu l'ensemble des réformes, le cadre national et le modèle scolaire, ne sont plus les références utiles pour penser les changements en éducation. L'inspiration principale des politiques
vient dorénavant des études statistiques internationales qui fournissent une image détaillée des performances des enfants. Il les analyse par des méthodes apparentées à celles de l'épidémiologie. Je viens de citer Stanislas Dehaene, ce n'est pas moi qui a dit ça. Donc d'une partie des études statistiques internationales et d'autre part les études expérimentales conduites autour des images de cerveau en plan d'apprentissage. Dans un certain sens, c'est les performances et les cerveaux, voilà l'imaginaire qui gouverne aujourd'hui l'éducation et les politiques d'éducation, pas les réformes. Il va sans dire, à nouveau, ces inspirations doivent être traduites en politique au niveau national, bien sûr. Peut-on appeler cela une réforme? Peut-être. Mais ce n'est pas la même notion de réforme qu'on est en train de mettre en jeu. Ce n'est pas la notion traditionnelle de réforme qu'on est en train de mettre en jeu dans cette espèce d'application de ces inspirations. Permettez-moi, dans ce troisième moment, dans les 10 dernières minutes de mon intervention, un aveu qui est aussi une espèce de perplexité de ma part. Depuis un certain temps, peut-être aussi de mes fonctions à l'UNESCO, peut-être aussi pour d'autres raisons, je me déplace entre une espèce de deux mondes. Je circule entre deux mondes tellement éloignés que parfois j'ai du mal à admettre qu'ils s'occupent de la même réalité. D'une part, j'attends des conférences, des rencontres de haut niveau, je lis des ouvrages et des articles qui se donnent à dépendre la fin de l'école et le début d'une nouvelle chose, impossible pour l'instant de nommer. C'est, si vous le voulez bien, une espèce de l'admirable monde nouveau, de ce que j'appelle les futuristes, où s'entrecroisent le numérique, l'intelligence artificielle, la robotisation, les cerveaux, la biotechnologie, toujours enveloppés dans les 4 révolutions de nos jours. Nano, bio, info et cogno. Une bonne illustration de ce monde, d'ailleurs, même si cela vient d'un lieu plutôt improbable, est le consensus de Beijing sur l'intelligence artificielle et l'éducation, un document signé le mois dernier à Beijing sur les auspices de l'UNESCO visant à une intégration systématique de l'intelligence artificielle pour innover l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage. Tout se passe comme si l'école, telle que nous la connaissons, n'existerait plus dans un avenir relativement proche. Mais d'autre part, je circule dans un autre monde. Je participe dans des réunions scientifiques autour de l'éducation, j'accompagne des initiatives politiques dans mon pays, au Brésil et dans d'autres pays. Je m'adresse aux écoles et aux enseignants, je vais à des instituts de formation des enseignants, je donne mon avis sur des initiatives et des réformes dans lesquelles des débats acharnés ont lieu autour d'une heure de plus ou de moins dans les mathématiques ou dans les langues, un critère de plus ou de moins dans l'évaluation des élèves, un auteur qui apparaît ou disparaît dans les programmes de littérature ou de philosophie, une heure de plus ou de moins dans le temps hebdomadaire des enseignants. Tout se passe comme si l'école restait telle que nous la connaissons, allait vivre et survivre à perpétuité. Dans le premier cas, il y a une espèce de fuite en avant, la projection d'un futurisme qui signifie avant tout un refus de penser le présent, d'entrer en matière sur le thème du présent. Dans le second cas, au contraire, il y a un repli sur le présent, le renfermement dans un modèle scolaire revoulu qui signifie avant tout un refus de penser l'avenir. L'une et l'autre de ces tendances me semblent peu fécondes, peu fertiles. Je souhaite me placer dans un autre chemin, et le chemin où je souhaite me placer est le chemin de la métamorphose de l'école. Et j'avance comme hypothèse de travail que nous vivons aujourd'hui une période historique de métamorphose, une période qui marque le passage d'un plan d'organisation à un autre plan d'organisation.
Cette métamorphose se produit justement dans les deux sens évoqués tout le long de mon intervention. L'organisation des systèmes nationaux et le modèle scolaire. Il est impossible d'entrer dans le détail de cette argumentation maintenant. Il me reste 5 minutes. Ainsi, en courant le risque d'une oversimplification, je ne sais pas si ça existe en français, sursimplification, je me sers d'une métaphore, les environnements éducatifs. Prenez l'idée d'environnement éducatif comme une métaphore. Par là, je veux signifier, d'une part, une diversification des niveaux d'organisation et de décision depuis les milieux locaux, en particulier les villes, jusqu'aux espaces transnationaux. Et d'autre part, je veux signifier le changement de la forme scolaire organisée autour de ces cellules, les salles de classe, telles qu'elles se sont fixées vers la fin du XIXe siècle. Dans un cas comme dans l'autre, c'est mon argument, nous sommes devant un moment de transition, de métamorphose. Nous sommes au seuil de transformation sans parallèle. Je souligne ça, sans parallèle dans l'histoire de l'école et de l'éducation des 150 dernières années. Il faut remonter à la deuxième moitié du XIXe siècle pour assister à des changements de la même ampleur de ceux qu'on est en train de vivre. Ainsi, pour moi, plus que penser en termes de réforme, peut-être devrait-on se poser la question de comment créer les conditions nécessaires à l'émergence de nouveaux environnements éducatifs, capables, d'une part, de renforcer des espaces de participation et de décision, notamment au niveau local et des villes, donnant lieu à une diversité de possibilités et à des expériences au-delà du cadre national. Et d'autre part, d'ouvrir des espaces d'expérimentation, et le ministre l'a parlé comme troisième élément de son intervention, des espaces d'expérimentation au niveau des établissements, permettant la création d'environnements plus à même de favoriser les principes dont on ne cesse pas de faire l'apologie depuis une centaine d'années, mais sans arriver à les mettre en œuvre, l'autonomie, la différenciation, la personnalisation, la coopération, les collectifs, la convergence, la communication, la création. Bon, et on pourrait répéter tout ce credo pédagogique qu'on répète depuis au moins un siècle. Personnellement, c'est cette métaphore qui m'interpelle. Et je ne crois pas qu'elle puisse être adressée à partir d'une logique de réforme. Est-ce que cela veut dire que les politiques nationales n'ont plus aucune importance? Pas du tout. L'éducation, et en particulier l'éducation publique, se joue inévitablement au niveau d'un État national. Mais on ne peut plus penser uniquement à ce niveau. Il faut bien comprendre l'ensemble des espaces-temps dans lesquels se joue le futur présent de l'éducation. Et surtout, d'après moi, il faut éviter une vision contrôlée, planifiée, inévitablement uniformisée des processus de changement en éducation. Au contraire, il faut assumer une perspective de diversification, de création des conditions pour l'émergence de différentes initiatives qui doivent être évaluées, bien sûr, qui doivent être réfléchies, bien sûr, et après relancées dans un processus de construction et reconstruction de nouveaux environnements éducatifs. Et prenons cette métaphore d'environnement, non pas uniquement au sens physique, mais aussi au sens de nouvelles responsabilités éducatives, de nouvelles formes de participation et d'engagement, au niveau des territoires et des établissements, peut-être même un nouveau contrat social autour de l'éducation, et cela sera un contrat social très différent de celui qui a été signé à la fin du XIXe siècle et qui a servi de fondement aux principales réformes de l'éducation. Mais est-ce que la réforme, que la notion de réforme ne garde pas un certain intérêt, tout au moins en tant que temps chaud
des discussions politiques et publiques sur l'éducation. Bien sûr, prise sur cet angle, la notion garde un important potentiel de mobilisation et d'investissement, et cela est le plus important pour les temps qui viennent. Cette participation, ce partage sont essentiels si nous ne voulons pas céder aux illusions des futuristes ni aux tenants d'une perpétuation du modèle scolaire. Et ce temps chaud, je vais terminer par là, et ce temps chaud doit être aussi le temps d'assurer l'éducation comme un bien commun face à la fragmentation de nos sociétés. La racine de ce commun, je ne vais pas la chercher en communauté, car de nos jours, il y a trop de replis communautaires. Cette racine, je la cherche en communication et pas en communauté, c'est-à-dire dans la possibilité de construire un dialogue en commun entre différents. C'est dans ce sens, et que pour finir, je me permets d'attirer votre attention, bien que vous la connaissez certainement, sur un important rapport de l'UNESCO, relativement récent, il y a 2-3 ans, qui s'appelle justement « Repenser l'éducation vers un bien commun mondial ». À cette fin, afin de bâtir l'éducation comme un bien commun, nous avons besoin des langages, certainement des langues, mais des langages qui ne sont pas uniquement des langages scientifiques, mathématiques, artistiques, philosophiques. Et nous avons besoin de nouveaux environnements éducatifs. Les langages qui nous permettent le dialogue en commun et les nouveaux environnements éducatifs qui nous permettent d'apprendre et de vivre en commun. Si une réforme peut contribuer à cette fin, alors que la réforme soit la bienvenue. Merci beaucoup.